pour gagner de temps. Que le nombre de participants. أنا مانيش في الجامعة. Salam alaikum, est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, madame. Ok, merci. Oui, madame. Merci. هو ينحي لا تنين يطول وما يجي يحكي شوي. تعال يجي. أنا نوضته. Activez vos microphones, s'il vous plaît. Donc, on commence, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Oui, si vous m'entendez, on commence. Les étudiants, si vous m'entendez, on commence. والله ما إيه سنة تانية. Donc, rebonjour. Si vous m'entendez, on commence directement. Coupez les micros. Ok. Si vous m'entendez, dites-moi oui. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Ok. Merci. Madame, on vous entend, mais il y a certains étudiants qui n'ont pas coupé leur microphone. Donc, aujourd'hui, on va voir la cinétique enzymatique. C'est la deuxième partie de ce chapitre, l'enzymologie. Donc, c'est un résumé du cours, si vous voulez. Donc, c'est les principaux éléments que vous allez vous baser sur ce chapitre. Donc, on commence pour la cinétique enzymatique, partie 2. Donc, on va commencer par définir la vitesse d'une réaction enzymatique. Pour mesurer l'activité d'une réaction enzymatique n'ayant qu'un substrat et un produit dans un milieu bien défini. Donc, on va
faire une expérience si vous voulez. À chaque fois, rajouter dans un milieu donné bien défini des substrats et il y a une quantité bien définie d'enzymes, une quantité ou une concentration bien définie. Et on va voir le déroulement de cette expérience durant le temps. Donc, vous avez la figure où il y a deux courbes. Donc, c'est la concentration du substrat ou du produit. Donc, il y a deux courbes dans cette figure. C'est la concentration du substrat ou du produit par rapport au temps. Donc, pour les abscisses, il y a le temps en minutes. Pour les ordonnées, il y a soit la concentration du substrat, soit la concentration du produit. Donc, la réaction, je vous rappelle, c'est un substrat qui va être transformé ou catalysé par une enzyme pour avoir ou pour produire un produit. La concentration du substrat, si vous voyez la figure, la concentration du substrat, elle décroît. C'est une courbe descendante au cours du temps. Celle du produit, par contre, elle croît au cours du temps. À un temps T1, si vous remarquez l'abscisse, les abscisses, vous avez le temps T1 et le temps T2. À un temps T1, S1 et P1, ce sont les concentrations du substrat et du produit. À un temps T2, S2 et P2, ce sont les concentrations du substrat et du produit. C'est-à-dire, on a pris 2 points de chaque courbe. Pourquoi faire? Pour calculer seulement la différence entre les deux concentrations. C'est-à-dire, pour le substrat, S1 moins S2, et pour les produits, P1 moins P2. La différence entre les concentrations du substrat, on va l'appeler delta D, DS, c'est-à-dire différence entre substrats. Cette DS, c'est-à-dire DS, elle est l'opposé, la différence du substrat, elle est l'opposé de la différence entre les concentrations du produit. On appelle vitesse de la réaction vitesse égale moins ds sur la durée, c'est-à-dire la différence du temps, c'est-à-dire T1 moins T2, égale la différence du produit sur la différence du temps. Si vous remarquez bien, pour ds sur dt, il y a moins, parce qu'on parle de disparition du substrat. Par contre, pour le produit, il n'y a pas le moins parce que le substrat a été transformé en produit. Donc, on a une transformation du substrat en produit, c'est-à-dire la production du produit. Pour ça, il y a plus positif. Donc, je répète, première réaction, donc importante, la vitesse, elle est égale moins ds sur dt égale dp sur dt. Je vous rappelle, ds, c'est la différence entre deux points qu'on a pris de la courbe de la concentration du substrat. Et dp, c'est la différence entre P1 et P2 qu'on a pris au hasard de la courbe de la concentration du produit. Donc, récap, la vitesse de réaction, donc, elle représente le nombre de moles de substrat transformés en moles de produit dans un volume donné et dans un temps bien défini. On passe aux phases de la réaction enzymatique. Une réaction enzymatique, c'est-à-dire substrat transformé ou catalysé par une enzyme à un produit. Dans un premier temps, chaque molécule, je remonte. Pour les phases de la réaction, on a dit on va voir en détail la réaction de substrat qui va être transformé en produit ou catalysé par une enzyme à un produit. Donc, on va voir les détails ou si vous voulez, les réactions intermédiaires qui se trouvent entre le
substrat et le produit final, le produit. Dans un premier temps, chaque molécule d'enzyme va se lier à une molécule de substrat. Ce complexe peut se redissocier. L'effet catalytique de l'enzyme transforme le complexe substrat-enzyme en complexe enzyme-produit. Hier, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qu'un le pouvoir d'une enzyme. Donc, l'effet catalytique de l'enzyme est de transformer ce substrat, tout d'abord se lier à ce substrat, et puis le transformer en complexe enzyme produit. Si la réaction aboutit à un équilibre, cette phase de la réaction est réversible. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction qui aboutit à un équilibre? C'est-à-dire la concentration du complexe ES, enzyme substrat, égale à la concentration du complexe EP, c'est-à-dire enzyme produit. Dans un dernier temps, le complexe enzyme produit peut se dissocier si la réaction, bien sûr, est réversible. Le produit devient substrat en s'associant à l'enzyme pour revenir ensuite au point de départ, c'est-à-dire S libre et E libre. En tout, il y a 6 réactions chimiques qui participent à cet équilibre entre les concentrations du substrat, du produit, de l'enzyme et les complexes ES et EP. On va définir ces phases de la réaction selon la courbe, en mesurant la concentration du produit en fonction du temps. C'est-à-dire là, vous avez une courbe où il y a en ordonnée la concentration du produit en millimoles par litre et vous avez le temps par minute. Une première phase très brève où la vitesse de la réaction est croissante, dans laquelle les molécules de substrat se lient avec l'enzyme. La concentration du complexe enzyme-substrat augmente. Lorsque toutes les molécules de l'enzyme sont occupées par des molécules de substrat, la vitesse de la réaction est maximum et reste constante tant que la concentration du substrat est grande et celle du produit est petite. Je répète ce paragraphe parce que c'est très important. Donc, vous avez la figure, vous voyez la courbe, il y a une première phase qu'on appelle phase préstationnaire. C'est là où les molécules, voilà, les substances du substrat vont se lier à l'enzyme. Après, vous avez en rose, dans la courbe, la vitesse initiale ou phase stationnaire. C'est là où on va calculer la vitesse initiale. Ou, si vous voulez, c'est dans cette phase-là, la phase de stationnaire, où la vitesse est la plus grande. Pourquoi? Parce que la concentration de l'enzyme, on a dit hier que la concentration de l'enzyme, elle est très petite. Donc, parce que tous les enzymes sont liés au substrat. On a tous les enzymes qui sont liés au substrat. On a en abondance le substrat. Donc, la concentration de substrat, elle est plus grande que celle du produit. Donc, cette phase stationnaire, elle est très importante parce que c'est là où vous pouvez calculer la vitesse initiale de n'importe quelle réaction enzymatique. Lorsque la concentration du produit augmente, troisième partie, donc dans la figure en bas en abscisse, vous avez effet du produit. Là, la concentration du produit, elle augmente. C'est-à-dire qu'il y a eu une transformation du substrat en produit. La réaction inverse commence à concurrencer celle qu'on a mesurée. Donc, la vitesse, elle va diminuer. Dans une dernière phase tardive, on va arriver à ce qu'on appelle l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le complexe ES est égal à la concentration du complexe EP. Donc, les concentrations ne changent plus. On est dans un état d'équilibre. Je répète la phase stationnaire parce que c'est la phase la plus importante. C'est là où vous allez calculer la vitesse initiale.
La vitesse initiale, c'est la vitesse la plus grande de vitesse enregistrée dans une réaction enzymatique. Elle se trouve en phase stationnaire. Donc, à la fin, dans la phase tardive, il y a un équilibre. Vous voyez, la courbe, elle va être donc droite à la fin parce qu'il y a un équilibre, parce que les concentrations du complexe ES est égale à la concentration du complexe EP. Justement, on va définir la vitesse initiale. Durant la phase stationnaire, qu'on vient de voir, la courbe, la vitesse est constante. On l'appelle vitesse initiale. C'est une phase de réaction où un nombre maximum de molécules d'enzymes sont liées à des molécules de substrat. Toutes les molécules d'enzymes, ou presque toutes les molécules d'enzymes, sont liées au substrat. Le rapport enzyme lié sur enzyme totale est maximum. Dans ces conditions, l'efficacité catalytique de l'enzyme est la plus grande. Donc, la vitesse initiale est la plus grande de toutes les vitesses qu'on peut mesurer en fonction des phases de la réaction. On a vu, il y a en tout 4 phases de la réaction enzymatique. La phase stationnaire, c'est là où se trouve la vitesse initiale et c'est la vitesse la plus grande de toute la réaction enzymatique. 2.1, concentration du substrat. Donc ici, il y a une autre figure où il y a 4 courbes, si vous voulez, ou hyperboles. L'évolution de la réaction lorsqu'on change la concentration du substrat. Ici, on a la concentration du produit en ordonnée en fonction du temps. À chaque fois, on va changer la concentration du substrat et ça va donner une courbe donnée. Donc, les mesures de la concentration du produit en fonction du temps sont différentes pour chacune des concentrations du substrat essayées. Donc, on a essayé plusieurs concentrations de substrat de 1 à 10. Et comme vous voyez, elles sont différentes. On a 4 courbes différentes parce que la vitesse là, elle est différente. C'est-à-dire, lorsque la concentration du substrat est grande, exemple le substrat 10, la vitesse initiale est la plus grande que lorsque la concentration du substrat est petite, exemple S1. On arrive à la cinétique michaélienne. Ce graphe de la vitesse de réaction en fonction de la concentration du substrat. Donc ici, on va calculer la vitesse d'une réaction donnée en fonction de la concentration du substrat. Des quantités variables, ça c'est l'expérience, les quantités variables de substrat sont ajoutées à une quantité fixe d'enzymes. La vitesse de réaction est mesurée pour chaque concentration de substrat. On va mettre des points, des pointillés, et après on va tracer la courbe. On va avoir une courbe sous forme d'une hyperbole. Comme vous voyez là, la courbe, elle est sous forme d'hyperbole, les pointillés. Donc c'est ça la vitesse, la courbe d'une vitesse de réaction enzymatique en fonction de substrat. Une vitesse maximum. Je reviens au graphe. Vous avez la courbe. Donc, elle est sous forme d'hyperbole. En haut, vous avez ce qu'on appelle la vitesse maximum. C'est un point. Donc, à la fin des ordonnées, on va calculer la vitesse maximum. Mais cette vitesse maximum, elle n'est pas calculable. Pourquoi? Parce qu'elle tend vers l'infini. C'est-à-dire, dans l'expérience, même si c'est impossible de mettre dans l'expérience des quantités infinies de substrat pour arriver à une vitesse maximum. Donc, définition d'une vitesse maximum. Vitesse initiale théorique d'une réaction enzymatique. Théorique.
d'une réaction enzymatique pour une concentration infinie du substrat. Pourquoi une vitesse initiale? Parce que tout à l'heure, on a dit dans la phase stationnaire que la vitesse initiale est la plus grande de toute la réaction enzymatique. Donc, la vitesse maximum, c'est une vitesse initiale, mais théorique. Pourquoi théorique? Parce qu'on on va jamais arriver à calculer cette vitesse maximum. Pourquoi? Parce que dans l'expérience, on ne peut pas mettre des concentrations, voilà, des quantités infinies de substrat. Deuxième point important dans la cinétique michaélienne, c'est la constante de Michaélis. C'est une concentration du substrat pour laquelle la vitesse initiale d'une réaction enzymatique atteint la moitié de la vitesse maximum. On va voir ça dans les graphes, ça sera plus après, donc ça sera plus lisible. Donc, on arrive à l'hypothèse qu'a mis donc Michaélis et Manton. Donc, on a une réaction. C'est une réaction catalysée par une enzyme qui va transformer le substrat en produit. Donc, une réaction intermédiaire, c'est le complexe, la formation du complexe ES, c'est-à-dire E plus S, ça va donner ES, le complexe ES, c'est une donc, réaction réversible. On peut retourner au début, c'est-à-dire dissocier le complexe ES en enzyme plus substrat. Après, vous avez le complexe enzyme-substrat qui va être transformé en produit. Et on aura toujours notre enzyme intacte, inchangée à la fin de la réaction. Donc, on vient de définir constante de Michaélis. K1, K2, K3, K4, c'est des constantes de chaque réaction. Par exemple, E plus S donne le complexe ES. La constante de cette réaction est K1. Par contre, la dissociation du complexe ES en E, enzyme plus substrat, on a une autre constante, c'est K2. Le complexe enzyme substrat ES, ça va être dissocié en enzyme plus produit. On a une autre constante, là, c'est K3. Et l'enzyme plus produit, si on retourne au début pour donner le complexe ES, c'est la constante 4. Donc, pour calculer la vitesse, c'est toujours vitesse égale constante plus la concentration du complexe qu'on a transformé ou qui a été produit. Par exemple, vitesse 1 égale K1, concentration de l'enzyme fois la concentration du substrat. V2, vitesse 2 de la réaction 2, égale K2, constante 2, fois le complexe enzyme-substrat. La vitesse 3 égale constante 3 fois la concentration du complexe enzyme-substrat. La vitesse 4 égale la constante 4 fois le complexe enzyme fois le complexe produit. Et ça tend vers 0, puisqu'on n'aura pas donc, de cette concentration, donc ça tend vers le 0. La vitesse de disparition du substrat, on a dit au début, elle est égale moins ds sur dt, la différence du temps, égale vitesse 1 moins vitesse 2. Deuxième vitesse, c'est la vitesse d'apparition du produit qui est égale à la différence du produit sur la différence du temps égale le volume 3 parce que 4, ça tend vers 0. Et on va donc remplacer V3 qui est égal V1 moins V2. On a les constantes K1 fois la concentration de l'enzyme fois la concentration du substrat égale concentration du complexe enzyme-substrat fois la somme des deux constantes restantes. Et on va en sortir de ce calcul par
La constante Km, qui est la constante de Michaelis, égale à la concentration de l'enzyme fois la concentration du substrat sur la concentration du complexe enzyme-substrat. Bien sûr, on n'oublie pas les constantes égales à la somme K2 plus K3 sur K1. Km donc est constante de Michaelis et la constante de dissociation du complexe enzyme-substrat. C'est très important. Km est inversement proportionnel à l'affinité de l'enzyme pour le substrat. Km est inversement proportionnel à l'affinité de l'enzyme pour le substrat. C'est-à-dire, si vous avez Km élevé, la concentration de l'enzyme du complexe enzyme-substrat, elle est faible. Et le contraire. On arrive à l'équation de Michaelis-Menten. Donc, Michaelis et Menten, ils ont posé une hypothèse dont on vient de voir et après, ils vont faire des calculs. Donc, ils vont faire des calculs mathématiques pour à la fin arriver à l'équation de Michaelis et Menten. C'est celle-là, donc vitesse égale vitesse maximum fois la concentration du substrat sur la constante du Michaelis plus la concentration du substrat. Donc, c'est ça l'équation de Michaelis et Menten. D'après cette équation de mathématiques de Michaelis et Menten, ils ont pu donc faire l'hyperbole, voilà ce graphe-là, cette courbe-là, hyperbole de Michaelis et Menten. Donc, c'est la vitesse en ordonnée. Vous avez la vitesse. En abscisse, vous avez toujours la concentration du substrat. C'est-à-dire que c'est la vitesse en fonction de la concentration du substrat. La vitesse maximum est une vitesse initiale que la réaction aurait. Donc, c'est théorique. C'est ce qu'on a dit au début. Si la concentration du substrat était infinie, mais on n'aura jamais une concentration infinie du substrat. Donc, c'est une vitesse théorique. Km, c'est en bas, donc l'abscisse, vous allez trouver Km. Km est la constante de Michaelis, on l'a définie. C'est la concentration du substrat pour laquelle on observe une vitesse égale à la moitié de vitesse maximum. Km en abscisse, donc le trait en violet, il tend vers l'hyperbole, après il tend vers les ordonnées où vous avez 1 sur 2. C'est la vitesse initiale. Tout à l'heure, on a dit que la vitesse initiale est la plus grande de toute la réaction enzymatique. Et c'est celle-là que vous allez la calculer. La vitesse initiale, donc Km, constante de Michaelis, donc qui se trouve dans les abscisses, concentration des substrats, et la concentration du substrat pour laquelle on observe une vitesse égale à la moitié de la vitesse maximum. Et c'est la vitesse initiale et c'est la plus grande de toute la réaction enzymatique. Qu'on trouve, c'est la vitesse qu'on trouve également dans la phase stationnaire, on a dit tout à l'heure. Donc Km, on a dit, il mesure la stabilité du complexe ES. Si Km est élevé, la liaison entre l'enzyme et le substrat est faible. Si Km est faible, la liaison entre l'enzyme et le substrat est forte. Pourquoi? Là, dans l'équation de ici, donc ici, dans cette équation en bas en rose, Km égale concentration de l'enzyme fois concentration de substrat sur le complexe, concentration du complexe enzyme-substrat. Vous voyez Km et vous voyez donc la concentration du complexe enzyme-substrat. Ils sont inversement proportionnels. Je continue.
Donc, on a vu l'équation de Michaelis et Menten et d'après cette équation, ils ont pu déduire, donc on va faire une hyperbole de Michaelis et Menten appelée également. Donc, représentation, c'est la deuxième représentation qu'on va voir. C'est représentation de Lineweaver et Burke. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inversé la réaction de Michaelis et Menten. Donc, ils ont tout simplement inversé la réaction de Michaelis et Menten. Donc, on prend les inverses de l'équation de Michaelis et Menten. L'équation de Michaelis et Menten, V égale la fonction selon la concentration du substrat, prend une autre allure, une autre fonction linéaire, donc de type Y égale AX plus B. Pourquoi Lineweaver et Burke ont inversé l'équation de Michaelis et Menten? Pour arriver à déduire une autre fonction linéaire qui est de type Y égale AX plus B. Donc, pour arriver donc à ce diagramme de Lineweaver et Burke, toujours, donc c'est le diagramme qu'on appelle également le graphe double inverse. Donc, pourquoi double inverse? Puisqu'on a l'inverse de la vitesse et l'inverse de la concentration du substrat. Donc, le graphe représentant cette fonction linéaire est appelé graphe en double inverse, puisque les deux variables sont respectivement les inverses des variables de l'hypothèse précédente, celle de Michaelis et Menten. On arrive à la deuxième partie, c'est la modulation des activités enzymatiques. C'est-à-dire qu'on va voir l'effet du pH et de la température sur cette activité enzymatique. Premier point, effet du pH sur les charges électriques. Dans un milieu donné dans lequel se produit la réaction enzymatique, donc détermine, c'est le milieu qui va déterminer la charge électrique des radicaux des acides aminés de la protéine. On a vu ça le dernier TD. Donc, sinon, si vous ne vous rappelez pas, donc, au pH très acide, la plupart des fonctions ionisables de ces radicaux sont sous forme protonée, c'est-à-dire COH et NH3+. Vous voyez la charge électrique, donc la figure. Dans un milieu très acide, vous aurez tous les ions sous forme COH et NH3+. Au pH les plus alcalins, les fonctions ionisables de ces mêmes radicaux sont sous forme déprotonée, c'est-à-dire sous forme CO- et NH2. À un pH voisin de la neutralité de ce pH, donc une très grande majorité de ces radicaux à fonction ionisable sont chargés, ce qui facilite les liaisons enzymes-substrat ou enzymes coenzymes de type électrostatique, c'est-à-dire liaison ionique. Il existe donc un pH du milieu réactionnel où les charges électriques des radicaux du site actif de l'enzyme seront les plus favorables. C'est la liaison où a lieu la liaison enzyme-substrat. On appelle ce pH le pH optimum. Par exemple, dans cette figure, c'est au sommet donc, de cette courbe. Donc, le pH optimum de la réaction enzymatique. Les enzymes par exemple, les enzymes de la digestion des protéines ont des pH optimum différents. Vous voyez la figure. On a la pepsine, son activité maximum se trouve dans un pH très acide, comme celui de l'estomac. Au contraire, les enzymes pancréatiques comme l'amylase et la trypsine ont un pH optimum d'action plus alcalin. Deuxième point, donc c'est la température. La température optimum. Ce graphe qui représente les quantités de produits
transformé par une enzyme A en fonction de la température d'état du milieu d'incubation. La courbe est ascendante jusqu'à une température donnée. Ici, c'est 45 degrés Celsius, où l'activité de l'enzyme est la plus grande, puis rapidement descendante. Pour une température inférieure, les chaleurs du milieu apportent un supplément d'énergie qui facilite la réaction enzymatique. Je vous rappelle qu'on a dit hier qu'une réaction enzymatique a besoin de l'énergie. Au-dessous de 40 ou 45 degrés Celsius, la chaleur dénature la structure secondaire et tertiaire des enzymes et l'activité tend rapidement vers le zéro. C'est-à-dire que les acides aminés ou la protéine est dénaturée. Troisième point très important est l'effet des agents chimiques, activateurs qu'ils soient ou inhibiteurs. On est toujours sur cette réaction en substrat catalysé par une enzyme pour être transformé en produit. Les agents chimiques, minéraux ou organiques sont capables de modifier la vitesse de cette réaction enzymatique. Ceux qui accélèrent la réaction sont des activateurs. Au contraire, ceux qui ralentissent sont des inhibiteurs. On va voir donc l'effet ou l'influence des inhibiteurs. Ce sont les composés dont la fixation sur l'enzyme entraîne leur inactivation partielle ou totale, qui se traduit par la diminution ou l'annulation de la vitesse initiale. Donc, je vous répète, la vitesse initiale, c'est la plus importante. L'inhibiteur irréversible, on a également l'inhibiteur réversible. Pour les inhibiteurs irréversibles, il n'y a pas de problème. Donc, l'enzyme, ça va être dénaturé. Parce que, d'après leur nom, c'est des inhibiteurs irréversibles. Donc, ce sont des inhibiteurs qui dénaturent irréversiblement l'enzyme. Exemple, trichloroacidique, donc c'est un acide fort. Inhibiteurs réversibles. Donc, ils vont modifier la cinétique enzymatique, c'est-à-dire qu'ils vont modifier les propriétés de l'enzyme, c'est-à-dire qu'ils vont modifier la vitesse d'une réaction enzymatique. Par contre, le point positif, l'inhibiteur réversible, il ne va pas dénaturer l'enzyme. On va commencer par l'inhibiteur compétitif. Inhibiteur compétitif. Vous voyez la figure, on a l'enzyme au milieu, on a le substrat, on a l'inhibiteur. Lorsque la liaison d'un inhibiteur sur l'enzyme a pour effet d'empêcher la liaison enzyme-substrat, on parle d'inhibition compétitive. L'inhibiteur ressemble au substrat par sa forme globale et ses propriétés chimiques, de sorte qu'il peut se fixer à l'enzyme, mais il est dépourvu de la structure électronique exacte qui lui permettra de réagir. Donc, le complexe enzyme-inhibiteur, EI, il est inactif. C'est-à-dire que l'inhibiteur I, il peut prendre la place du substrat. Pourquoi? Parce qu'il lui ressemble dans la structure, il ressemble au substrat. Donc, il peut prendre sa place. Donc, il peut prendre sa place dans le site actif. Et donc, on ne va pas avoir le complexe d'habitude enzyme-substrat, mais on va avoir un autre complexe enzyme-inhibiteur. Ce complexe enzyme-inhibiteur, il ne va pas être transformé en produit. Pourquoi? Parce qu'il est dépourvu de la structure exacte, de la structure électronique exacte qui lui permet de réagir correctement avec l'enzyme et être transformé en produit. On est toujours dans l'inhibiteur compétitif. On a l'exemple de malonate. Malonate, c'est un inhibiteur compétitif. Donc, il va prendre la place de succinate. C'est le substrat. Le succinate, donc substrat, il va être transformé ou catalysé par succinate déshydrogénase en fumarate.
son inhibiteur compétitif est malonate. Donc, l'inhibiteur compétitif, le malonate, affecte l'activité de la succinate déshydrogénase, l'enzyme qui catalyse l'oxydation